Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être là ce soir. Donc, on se retrouve ce soir pour un live avec les dirigeants de la société Heliosand. Donc, si vous êtes là, c'est que vous avez sûrement eu un premier intérêt pour la société, soit à travers WeSeed, soit à travers directement les réseaux sociaux d'Heliosand. Donc, merci d'être là ce soir. L'objectif de ce live, de cette présentation, c'est déjà de pouvoir en savoir plus et d'avoir la présentation des dirigeants eux-mêmes de la société. Et puis surtout, et c'est ça qui est important c'est un peu l'objectif de ce live, c'est de pouvoir répondre à vos questions en direct. Donc voilà, on est en direct. Il y aura également un replay qui sera disponible après la session à tous. Donc voilà, vous pourrez également le visionner en replay si jamais. On peut peut-être attendre quelques minutes le temps que les autres participants se connectent. Mais d'ici là, voilà, je ne sais pas si vous êtes tous au fait du lancement de la collecte Heliosand sur la plateforme WeSeed. Mais du coup, à date, il reste encore 7 jours pour souscrire à cette opération. On vous repartagera les informations en fin de live sur comment souscrire, etc. Mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur la plateforme WeSeed pour prendre connaissance de l'opération. Sur ce, peut-être Geoffrey, Rafik, Diane, je peux vous laisser vous présenter avant de présenter Liosand le temps que les derniers participants se connectent. Oui, honneur Super. aux dames. Honneur aux dames. Diane, tu veux te présenter en premier? Eh bien, moi, je suis Diane Corbalan, je m'occupe de la communication pour Heliosand, donc sur l'intégralité des réseaux, et je fais le lien avec bah, les consommateurs, les investisseurs. Merci, Diane. Moi, c'est Geoffrey Marino. Je fais partie aussi des cofondateurs avec Rafik, Cécile pour Heliosand. Et je suis principalement le responsable de la technologie et de l'innovation. Bonsoir à tous. Moi, c'est Rafik. Donc, on a cofondé Eliosand avec Geoffrey. Moi, j'ai un background plutôt académique à la base, mais on s'est rencontrés avec Geoffrey dans un parcours entrepreneur. Et depuis 5 ans, ben voilà, on est sur Eliosand à 200%. Et donc moi, j'ai plutôt un background de physique. Donc c'est ça qui a fait l'affinité avec Geoffrey. On a beaucoup parlé de science et de technologie et on était alignés sur nos valeurs environnementales. Et c'est pour ça qu'on a décidé de lancer Heliosand. Voilà. Parfait, merci à tous les trois. Je rappelle aussi pour tout le monde, du coup, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit dans le chat ou dans l'onglet prévu à cet effet, pendant la présentation ou après. On y répondra en fin de présentation. Voilà, toutes les questions, que ce soit sur Heliosand, sur comment on investit aux côtés des dirigeants. Donc, on rappellera ça, pardon, après la présentation. Peut-être je peux vous laisser partager votre présentation, Rafik, Geoffrey. Oui. Donc je le ferai, je fais la présentation et je te laisse la main après si il y a des questions techniques. OK. Et je pourrais participer aussi. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Hop. Ouais, ouais, c'est bon, on voit bien. Ok, je me mets en plein écran. Ah oui, désolé, c'est la version en anglais, mais bon. Donc la question qu'on se pose chez Heliosand, c'est est-ce qu'il est possible de transformer les déchets les plus toxiques et les plus polluants qui soient en un matériau neutre et utilisable dans l'industrie, et notamment dans l'industrie de la construction. Le premier problème qu'il y a avec l'énergie, enfin avec l'économie circulaire, c'est qu'à chaque fois qu'on recycle un déchet, on produit du CO2 ou des gaz à effet de serre. Donc on assiste à un phénomène de recyclage polluant. Et donc ça, c'est le premier problème du recyclage. Parce que la majorité est faite avec des énergies fossiles. Deuxième problème, c'est le mensonge face à l'économie circulaire. En réalité, on ne peut pas tout recycler. En France, par exemple, sur 310 millions de tonnes de déchets, seuls un peu plus de la moitié sont recyclables. Il y a quasiment 37-40% des déchets qui sont impossibles à recycler. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ces déchets?
Solution numéro 1, on appelle ça la valorisation énergétique, mais moi je trouve que c'est un euphémisme pour dire l'incinération. Deuxièmement, l'enfouissement, qui est une source de pollution immense, comme l'incinération. Et troisièmement, le rejet en mer, qui est illégal pour la plupart du temps, mais qui est encore largement pratiqué. Donc, qu'est-ce que fait l'humanité depuis la révolution industrielle? Eh ben, on cache sous le tapis nos déchets. C'est comme si dans votre maison, vous pouviez jamais vider votre poubelle. Donc, ce qu'on fait, c'est accumuler les déchets sans trouver de source pour diminuer la quantité de déchets qu'on a sur la planète. Et nous, on a développé une solution pour résoudre ce problème, c'est-à-dire utiliser une loupe solaire géante pour venir vitrifier les déchets et les valoriser en un matériau réutilisable et inerte. Donc vous avez ici les deux types de déchets qui existent dans le monde. À gauche, les déchets minéraux. Eh bien, figurez-vous que très peu de gens le savent, mais la plus grande quantité de déchets sont minéraux en réalité. Donc les chantiers tunneliers, les dragages de barrages, et ces boues sont tellement fines qu'on ne sait pas quoi en faire. Elles sont impossibles à recycler, même si elles ne sont pas polluantes. De l'autre côté, vous avez des déchets polluants, impossibles à recycler. L'amiante, les déchets des décharges qui sont mélangés ou d'autres produits toxiques qui sont très nombreux. Donc nous, on a inventé une recette où on mélange les déchets minéraux et les déchets polluants avec un process de fonderie et on le passe dans notre four solaire afin de le vitrifier sans combustion. Donc comme vous voyez, on crée un volcan artificiel, hein, c'est de la lave, et cette très haute température fait que les polluants ont une liaison atomique avec les minéraux et ils font partie d'un verre, d'une matrice qui devient totalement amorphe et inerte, même si elle est broyée et cassée. Donc en sortie, cette roche volcanique artificielle, entre guillemets, qui ressemble à du laitier, comme dans les déchets de hauts fourneaux, on peut en faire plusieurs choses. Tout d'abord, on peut la concasser et en faire des granulats, du sable et du gravier. Mais en plus, on peut le broyer très finement. Depuis 60 ans, l'industrie du béton euh, divise par deux sa quantité de clinker et de ciment en y ajoutant une moitié de cendres volantes ou de laitier. Donc nous, ce qu'on produit, c'est une forme de laitier également si on broie très fin la roche de sortie. Donc devant vous, vous avez ici l'image à droite, le tout premier béton qui a été fait à partir de déchets entièrement et produit uniquement à l'énergie renouvelable. Donc ça, c'est le produit de sortie. Et notre business model, dans un premier temps, nous, on aimerait à terme devenir exploitant de nos machines, mais pour l'instant, il faut qu'il y ait des industriels établis qui prouvent qu'ils ont un besoin face à notre machine. Donc, notre premier business model, ça a été de vendre des machines à des gestionnaires de déchets qui aujourd'hui sont déjà en place et vendre avec la maintenance, l'installation et la formation des équipes. Donc ça, c'est le premier business model. Et le tout premier client, c'est le groupe Seine Environnement en Martinique. Eux, ils incinèrent environ la moitié de leurs déchets. Ils ont 50 000 tonnes de déchets par an. Et ce qui est incinéré donne des cendres qui sont extrêmement toxiques, qui s'appellent le réfium. Et donc ces cendres, ils sont obligés d'affréter un bateau tous les ans pour venir l'enfouir en métropole. Et donc, ils se retrouvent à payer tous les ans 1,2 million pour pouvoir se débarrasser de ce déchet. Et donc, c'est ce pain point, comme disent les Britanniques, c'est ce problème, cette contrainte économique, et pas tellement environnementale au final, hein, qui fait que quelqu'un a payé. Et donc, nous, ça nous enchante de pouvoir résoudre un problème environnemental en plus de prouver l'intérêt économique de notre solution. Donc voilà, on est sur l'étude de cette machine pour le groupe Seine Environnement. On a signé le contrat et on devrait leur livrer un équivalent de 100 kW pour pouvoir produire environ 5000 tonnes par an, sachant qu'eux, ils produisent en moyenne 3000 tonnes. Donc on essaie d'avoir un overshoot pour être sûr de pouvoir les aider. Donc le prix de la machine est inférieur au coût annuel du déchet. Donc en un an, ils ont un retour sur investissement. Sans compter le fait qu'on est positif en carbone au bout de quelques années, une fois qu'on a rattrapé la consommation de carbone de la fabrication de la machine. Donc derrière ça, il y a plein de groupes qui, eux, ne sont pas forcément intéressés par acheter
un équipement, mais plutôt de nous donner leurs déchets pour qu'on le traite. Vous avez par exemple État-Neuf qui s'occupe des éoliennes. Les éoliennes, c'est une catastrophe environnementale on doit changer les pales tous les 3 ans et c'est un composite impossible à recycler. Et donc nous, pour la première fois au monde, on a réussi à valoriser ce déchet. Pareil, je peux vous citer le cas d'Hermès qui a des chutes de cuir, ils ont 1000 tonnes par an. C'est du cuir qui vient de tannerie, il est plein de chlore et de brome, et donc très polluant. Et ben encore une fois, on a réussi à le rendre inerte. Je vous économise le reste des déchets polluants. Vous imaginez très bien que la liste est longue et infinie. Donc la taille du marché est gigantesque. Si on regarde juste l'équipement en énergie renouvelable des entreprises, estimé à 2032 à environ 90 milliards mondialement. Donc nous, on aimerait prendre une part de marché dans les 1% qui se trouvent en France, notamment les DOM-TOM comme premier marché, puisqu'ils ont la contrainte économique. Le plan de financement futur, il est de faire une série A pour créer une usine de fabrication des machines pour pouvoir les exploiter à grande échelle. Et donc, comme vous voyez, le revenu au tout départ est essentiellement de vente de machines, puis il vient s'accompagner du service et qui dépassera largement plus tard avec un EBITDA assez conséquent dans de l'industrie lourde où d'habitude les marges sont très maigres. Donc l'équipe est essentiellement technique au départ, mais on a été rejoint par des financiers et des gestionnaire, et notamment au board, on a Stéphane Lavallée, qui est un industriel de la robotique chirurgicale, qui nous soutient depuis le début. Ghislaine Torres, qui a créé une usine qui fabriquait des micro-ondes, donc elle vend des micro-ondes industriels en région lyonnaise, et Mansour qui a créé la plus grande plateforme de data des déchets en France, qui fait aujourd'hui 10 millions de chiffre d'affaires. Et donc lui connaît la base de données clients futurs d'Heliosand. Il a une très bonne relation avec eux. Donc on a récemment gagné absolument tous les concours puisque ça a sollicité énormément l'intérêt des industries. Donc Total Energy avec son événement Evolen, le ministère de la Finance, Change Now. Et j'aime bien montrer cette image parce que on gagne des prix avant que d'être écolo, c'était à la mode. Donc à l'époque, les prix étaient en plastique, maintenant ils sont tous en bois. Ben, nous, on gagne des prix avant que ce soit à la mode. Voilà, donc merci de m'avoir écouté et on prend vos questions avec grand plaisir. Parfait. Merci Rafik pour cette présentation. Effectivement, on va pouvoir passer aux questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat sur le projet. En attendant que vous le fassiez, moi, j'ai pris des questions aussi par ailleurs en dehors du live sur des potentiels investisseurs, des WeSeeders qui se sont posés des questions. Donc si ça vous va, Merci Thibaut. on peut aussi les Ok, prendre. ok. Donc il y avait une question, alors je les prends un peu dans le désordre, hein, donc voilà, ce sera peut-être technique, puis financier, puis enfin voilà, ça va être un peu Ok. dans tous les sens. La première, c'est que donc le processus, votre processus, il va avoir besoin de certification pour que vos matériaux ils puissent être réutilisés. Oui. Euh, du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous communiquer justement sur cette démarche-là? Enfin, où est-ce que vous en êtes de ce processus-là pour la commercialisation du coup des matériaux qui seront recyclés? Ben, Geoffrey est en première ligne sur cette Ouais, bah, je question, vais. donc je te laisse la main, Geoffrey. Tu peux raconter ce qui se passe avec Lilian et la PAV et tout ça. Ok. Alors oui, après la vitrification, en fait, la première étape, c'est de s'assurer que le matériau qu'on a obtenu, il est totalement inerte. Ça veut dire que quand on le met dans de l'eau, quand on le broie, quand on le laisse macérer, au final, dans l'eau, est-ce qu'il y a des polluants ou non? Ça s'appelle la lixiviation. Et il y a un test qui est normé aujourd'hui, c'est une loi de 2014 qui cadre tout ça avec une liste d'atomes, de métaux lourds, de toutes sortes de polluants, avec des seuils. Et donc, à chaque fois qu'on fait une vitrification, on envoie au laboratoire indépendant qui fait un test de lixiviation. Et ça s'appelle tout ça un pack ISDI pour un test pour savoir si le déchet il est devenu inerte ou non. Ça, c'est la première étape.
Donc ça, c'est vraiment une analyse qui valide ou non l'inertage. Donc nous, on la valide à tous les coups, peu importe le déchet. Ensuite, il y a le deuxième point, c'est ce matériau-là, une fois qu'il est inerte, comment on peut avoir l'autorisation de s'en servir ensuite dans un béton ou autre? À ce moment-là, il faut des certifications et des tests de vieillissement, des tests mécaniques. On a fait tous les tests mécaniques aujourd'hui avec un laboratoire au CNRS qui s'appelle 3SR à Grenoble. Donc, c'est des tests de compression, des tests de flexion. Et on s'est rendu compte que notre matériau, en fait, il est équivalent en termes de résistance mécanique à un béton classique. De là à ce qu'il soit commercialisable, il faut plusieurs étapes et c'est pour ça qu'on travaille avec le laboratoire des ponts et chaussées à Paris qui va nous certifier justement notre béton bas carbone pour en faire un matériau utile. Et un point que Rafik voulait sûrement que j'aborde dans cette réponse, c'est qu'aujourd'hui avec notre premier client chez Seine Environnement, son pain point, c'est de déclasser en fait le déchet. Lui, il a un déchet dangereux et pour l'instant, il veut juste qu'on le transforme en un déchet inerte, ce qu'on sait faire. Et dans un second temps, nous, on va forcer pour le faire réutiliser dans le réemploi sur l'île directement de la Martinique, pour faire une économie circulaire. Merci Geoffrey. Et quelqu'un, alors c'est monsieur, hop là, elle est où? Dominique Morel, oui, tout à fait. C'est monsieur Dominique Morel, monsieur Morel qui demande, est-ce qu'on peut s'en servir pour les déchets nucléaires? Alors tu veux répondre Geoffrey? Ouais, je peux y Et répondre aussi. Geoffrey vient de EDF, il vient du monde du nucléaire, Geoffrey. En effet, ouais, je viens de l'industrie nucléaire et on s'est déjà fait aborder d'ailleurs par une société qui traite des déchets nucléaires peu radioactifs pour savoir si on pouvait être une solution. Pour le coup, on peut être une solution. Cependant, moi qui connais les contraintes administratives et réglementaires du domaine du nucléaire, j'ai dit à Rafik, on n'y va pas maintenant. Oui, je pense que c'est à long terme, c'est un énorme marché, donc là, c'est une bonne question. C'est sûr que c'est un marché qu'il faut qu'on prenne, mais ça sera plus difficile comme premier client parce que pareil, le pain point, ils l'ont, mais économiquement, c'est déjà ficelé. Alors que Sen Environnement, il bleed, comme on dit en anglais, il a une perte financière conséquente. Alors que Dans DF, le bon, nucléaire, il y a déjà les exutoires. En ouais, c'est fait, toute ça. l'organisation industrielle du traitement des déchets nucléaires, de la gestion des déchets nucléaires est déjà organisée. Donc ça apporterait une nouvelle solution plutôt dans le long terme. Ils ne sont pas dans la contrainte tout de suite. Contrairement justement à nos premiers clients qui, eux, ont une vraie contrainte parce qu'il n'y a aucun exutoire, aucune solution, à part l'enfouissement bête et méchant et son gouffre financier chaque année. On a une très bonne Merci. question. Ouais, Oui, non, pardon, Rafik, vas-y Thibaut, vas-y, je je t'en pense qu'on allait prie. dire la même chose. On a une très bonne question aussi dans le chat. Donc, combien de machines avez-vous construit à ce jour et sont-elles de taille industrielle? Justement, c'est peut-être. Alors, on peut vous montrer des slides. Geoffrey, tu veux que je montre les slides et toi, tu expliques? Ouais, Ou tu veux comme que tu veux. Là, j'explique? aujourd'hui, on en est à 5 prototypes, justement. Et on est passé de l'échelle, juste vraiment en 2020, on était au test en laboratoire. 2021, notre première unité opérationnelle, c'est la preuve du concept. Et ensuite, on a fait une première levée de fonds, une deuxième levée de fonds. On a amélioré la technologie, on a amélioré le procédé. Et aujourd'hui, on a un procédé qui fonctionne, une technologie qui fonctionne, et on est prêt à passer à l'échelle industrielle. Donc, à ce jour, on a eu 5 machines, mais on est ce qu'on appelle le niveau de technologie, le TRL. Ça a été inventé au début de la conquête spatiale pour évaluer un peu le niveau d'état d'avancement des fusées. Et sachant que ça va du coup du 1 au 9, le 9 c'est la commercialisation. Et nous, on en est à l'étape 7-8. Donc là, Donc, cette pour levée de fonds, elle est répondre, là pour passer justement à l'étape 9. oui, exactement, merci Geoffrey. Donc, pour répondre précisément à votre question, comme disait Geoffrey, on a fait 5 prototypes jusqu'à aujourd'hui. Et la sixième machine, c'est celle qui sera à l'échelle industrielle avec les volumes attendus. Euh, donc, comme disait Geoffrey, c'est le procédé et tous les essais laboratoires et prouver que techniquement ça marche. Il n'y avait pas nécessairement besoin de la taille d'une grande machine.
Maintenant qu'on a prouvé que ça fonctionne, effectivement, les industriels ont besoin d'une plus grande taille. Et c'est tout le but de cette levée de fonds. C'est justement pour financer la mise à l'échelle. Tout à fait. Et si vous Est-ce- voulez qu'on vous parle un peu plus en détail de la mise à l'échelle, n'hésitez pas. On a d'autres présentations. Geoffrey, tu veux prendre la main, si tu veux, sur la présente ou tu veux que je montre le slide? Je pourrais te demander une slide si besoin. Ok, ok. Peut-être sur la dimension industrielle, tant qu'on est sur cette partie-là, Rafik, Oui. il y avait une question aussi qui a été soulevée hors live, qui était sur la fabrication de l'unité en elle-même. Est-ce que vous avez du coup déjà des contrats avec des sous-traitants ou est-ce que comment vous avez prévu la fabrication des unités? Geoffrey, tu veux Ouais, répondre? ça, je peux prendre la main pour le coup. Ouais. Euh, J'arrête on de te peut présenter ou démarrer, tu... on peut démarrer slide 5 si tu veux. Ok, vas-y. Allez, je présente. Donc aujourd'hui, nous, on a bien avancé sur le design, la conception théorique de la machine, donc avec même des calculs de structure, tout ça. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Ouais. Et donc la liste du matériel aussi qu'il faudra. Donc c'est vraiment du matériel industriel. Faut imaginer notre machine, c'est comme un grand télescope. Euh, donc il y a deux axes. Un axe horizontal qu'on appelle l'axe azimutal et un axe vertical ensuite. Pour suivre, avec ces deux axes, on peut suivre la trajectoire du Soleil dans le ciel. Donc en fait, c'est de la machinerie lourde qu'on peut retrouver dans des grues, qu'on peut retrouver dans des machines de chantier, ou qu'on peut retrouver aussi tout simplement des fois dans des euh, machines de fête foraine, tout simplement, parce que c'est vraiment des axes, des pivots, des moteurs d'entraînement. Si tu veux avancer aussi sur les slides. Donc la structure, par exemple, qui portera la lentille, bah, ce sont des structures tubulaires, mécano-soudées, qu'on fait faire par notre sous-traitant, justement, et on finit l'assemblage, nous, en interne. Ouais. Par exemple, le convoyage, parce que notre procédé est un procédé en continu. Donc, quand on apporte la matière à transformer, tout est confiné, sauf la zone où le rayon de lumière est concentré et là où ça fond. Là où ça fond, ensuite, nous, on a des systèmes de convoyage justement aussi avec un fournisseur qui sont faits et adaptés aux hautes températures. Vous pouvez voir sur les images de gauche que ce sont des convoyeurs qui ont été déjà utilisés dans l'industrie du clinker, par exemple. Ce sont des fournaises qui montent à 1600 degrés pour chauffer une roche et en faire du ciment. Bah, nous, c'est les mêmes types de convoyeurs qu'on va utiliser pour notre procédé. Donc, on a bien avancé sur le sourcing, justement. La prochaine image que Rafik vous a montrée, par exemple, c'est la partie séparateur. Quand on a notre matière vitrifiée, qu'on a dans notre procédé, on a aussi de la matière inerte qui n'a pas été vitrifiée, qui est là surtout pour des raisons techniques dans notre procédé. Je pourrais rentrer dans le détail plus tard. Voilà, c'est des séparateurs industriels, donc tout ce qui est pièces mécaniques où on n'a pas une grande valeur ajoutée de la concevoir nous-mêmes, ça c'est sous-traitance et achat sur étagère. Et tout le reste, une partie est internalisée sur la conception, par exemple, sur le design et les calculs, et surtout sur la partie optique. Et du coup, pour répondre un peu plus à la question, donc on a une nouvelle question qui est, est-ce que la machine commandée par SIN est déjà fonctionnelle? Justement, on finance le fait de pouvoir la concevoir. Donc on a déjà la 3D, on a déjà cette machine-là à petite échelle. Hein, on a conçu entièrement la machine qu'on a aujourd'hui, le dernier prototype, pour le procédé de SIN, pour prouver justement qu'il n'y avait pas de fumée toxique, que le produit en sortie était inerte. Donc voilà, on a fait le procédé. Mais la machine en tant que telle, on doit la livrer en fin 2026, début 2027. Donc aujourd'hui, on est dans la 3D, le sourcing et le financement et les normes, bien évidemment, et tout ce qu'il faut pour faire la machine. Donc on est dans le process. Et tout l'intérêt de la levée de fonds, c'est justement d'aller jusqu'au bout de ce process et livrer la machine. Donc on va être payé en 3 étapes.
On a d'abord une première facture qu'on a envoyée pour l'étude de faisabilité qu'on est en train de faire et de finaliser. Elle va être finalisée en janvier, non, en février ou c'est ça, Geoffrey, doit être février-mars. Et donc, C'est une ça. fois qu'on a tout de cadré et tout de signé, on passe à la deuxième étape où on sera payé à mi-parcours et ensuite à la livraison. Et donc voilà, les On a eu, financements nécessaires sont pour accompagner cette étape-là. on a eu une question aussi de la part de quelqu'un sur est-ce que le fonctionnement est uniquement solaire ou nécessite d'autres énergies? Est-ce que tu peux aller slide 33, s'il te plaît, Rafik? Oui, bien sûr. Il s'avère que notre machine a besoin quand même d'électricité pour pouvoir suivre le soleil et bouger. Donc on a bien sûr les deux axes, seul que, étant donné que c'est une machine qui est bien équilibrée, une machine bien équilibrée et qui a pas besoin de bouger très vite en termes de dynamisme, en fait, ça consomme très peu de puissance. Donc au final, on arrive à alimenter la machine industrielle avec moins d'1 kilowatt de puissance seulement, électrique, et on en tire 100 kilowatts de puissance thermique de fusion. Donc en fait, c'est une machine surnuméraire. Le EROI, en fait, c'est le taux de retour énergétique de notre machine solaire. On injecte une unité d'énergie électrique et on en ressort 100 unités d'énergie thermique. Et l'autre avantage, c'est que notre machine n'a pas besoin d'être raccordée au réseau. Du coup, des panneaux solaires à côté permettent tout simplement d'alimenter l'unité. Oui, pour l'instant, les prototypes qu'on a, donc on alimente le convoyeur, le suiveur solaire, qui est ce dont vous parlez, Geoffrey, c'est-à-dire la machine qui bouge très doucement en suivant le soleil, le convoyeur, les aspirateurs de gaz. Qu'est-ce qu'on a encore comme machine dessus, Geoffrey? Le tamis, enfin tout Les ce qu'il y a sur capteurs, les capteurs, tout est alimenté avec un petit panneau solaire de 1 mètre carré et une batterie qui fait voilà une petite quoi. C'est 24 volts, je crois, hein. Donc c'est vraiment rien comme consommation et c'est complètement solaire et autonome quoi. c'est ça. En fait, dans la conception, je rajoute un petit élément comme ça, parce que Rafik l'aborde. J'ai fait en sorte que toute l'unité industrielle fonctionne en 24 volts. Pourquoi? Parce que nos moteurs électriques de haut couple, on en source des très bons en 24 volts et tout le réseau électrique des capteurs et tout le système sera standardisé en 24 volts. Ça simplifie énormément la conception, l'ingénierie et la maintenance pour le long terme. Parfait, merci messieurs. Alors il y avait une question aussi sur la fiche projet, tant qu'on est sur ce sujet-là, qui peut paraître bête, mais qui a le mérite d'être posée, c'est pour faire fonctionner cette unité, comment on fait la nuit? Est-ce que donc elle marche nécessairement de jour? Et aussi, est-ce qu'il y a des différences, par exemple, de production entre hiver et été en fonction de l'ensoleillement? Comment vous avez calculé ces différents points? Très bonne question, elle n'est pas du tout bête. Geoffrey, tu veux que je donne... Il y a 2 slides, je me souviens. Il y a celui-là et celui-là. Tu veux lequel en premier? Alors, je veux bien que tu abordes la partie peut-être économique et moi j'apporte la partie saison, variation à propos du modèle. Ok, donc c'est celle-là, là. C'est celle-là? Mhm. Et toi, tu veux le modèle? Ben, commence par le modèle, vas-y. Ok, bah, alors en effet, il y a bien une variation. Alors, non, on peut pas l'utiliser quand il fait nuit. Première, parce que notre machine, du coup, l'énergie qui est utilisée pour la fusion, elle est solaire. Donc sans soleil, on peut pas fusionner. Et c'est pas un problème. Donc il y a bien une variabilité sur les saisons et en fonction des jours de l'année, il n'y a pas le même nombre d'heures d'ensoleillement. Ce que vous pouvez voir sur la gauche, c'est une carte de chaleur, entre guillemets, c'est marrant de dire ça comme ça, parce que c'est aussi comme ça, c'est littéralement une carte de chaleur du soleil toute l'année, par exemple 2025, à Marseille. Donc on voit bien dans les extrémités, J c'est janvier, F février, M, etc., jusqu'à décembre. On a bien une densification des jours de production et de la production entre avril et août-septembre. Le reste, la production est plus basse, mais ce n'est pas un problème. Parce que toute l'organisation est faite autour de combien de jours d'ensoleillement, combien d'heures on a dans la localisation en question. Oui,
C'est exactement ça. Donc, ici, on a un exemple de calcul de rendement. Donc, c'est par exemple à la latitude lyonnaise suisse, c'est 14 tonnes jour avec l'intensité maximum. Et au sud de l'Espagne, on arrive jusqu'à quasiment 30 tonnes jour. Mais le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le moment où travailler uniquement le jour, ce n'est pas rentable, c'est à partir d'une centaine de jours de soleil par an. Et donc, c'est-à-dire qu'on s'arrête à peu près vers Paris. Au-delà de Paris, c'est plus rentable d'installer nos machines. Donc, il faut transporter le déchet. Mais si on est en dessous de Paris, et de préférence au sud de la France, on peut doubler, voire tripler, si on va jusqu'en Espagne, la rentabilité du produit. Donc, les déchets sont déjà transportés. Donc, ceux où on n'aura pas le choix, de toute façon, par exemple les éoliennes, il n'y a pas le choix, ils sont toujours transportés, ces déchets. Donc cela, ça pose pas de problème. Mais par contre, si on peut traiter localement, c'est mieux. Et donc c'est pour ça qu'on cherche avant tout des industries qui sont aussi ensoleillées, comme par exemple notre premier client en Martinique, où là c'est quasiment 250. C'est combien de jours par an la Martinique, Geoffrey? 200 et quelques? On a largement dépassé les 200, c'est ça. J'ai une question, Ouais, ça rejoint un peu ce que tu disais, ouais. de Laurent qui nous demande si le ROI de 175 varie en fonction des conditions climatiques. Alors, de mon point de vue instantané, en termes de puissance, du coup, non. À partir du moment où on a le soleil, nous, vu qu'on le suit et qu'on est toujours On un est peu toujours perpendiculaire, perpendiculaire, ouais. c'est C'est ça. ça. Ouais. On est, que ce soit en Pourquoi? hiver ou que ce soit à Ouais, n'importe quelle saison, comme on est toujours orthogonal, on a le maximum de température. C'est-à-dire, même s'il fait -20 dehors, si on est bien aligné au soleil, on est à 3000, 2000 degrés c'est avec ça. Par certitude. contre, la variabilité, elle sera sur le rendement moyen annuel en fonction de la localisation. Il n'y a C'est pas le ça, même rendement et l'efficacité. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parfait, merci messieurs. Alors sur un autre point qui est là du financement, on en a parlé un petit peu donc de l'objectif de la levée de fonds par rapport au contrat que vous avez déjà signé et du coup par rapport au passage finalement à la taille finale au TRL9 taille industrielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment finalement va être déployé l'argent investi pendant cette levée de fonds? Est-ce que vous avez un petit peu des, des, des infos, enfin comment dire, Ouais. la data sur la répartition du capital qui serait investi pendant cette levée de fonds? Oui, bien sûr. Alors, cette levée, elle va payer essentiellement la R&D. Alors, on a ici des slides. Alors, lequel est le plus parlant? Voilà, celui-là, c'est le plus facile à comprendre. Voilà la répartition. Donc, la majorité des fonds, c'est du manufacturing. Donc, payer les sous-traitants, recruter, on doit recruter quelques ingénieurs, les former. Donc, ça, c'est du temps et de l'argent. Donc, c'est la manufacture de ce prototype. Pourquoi? Parce qu'elle est amortie. Une fois qu'on a les moules, il n'y aura plus à les payer. Une fois qu'on a formé les 2, 3 ingénieurs supplémentaires, il n'y aura plus à en embaucher de nouveaux. Donc il y a un coût considérable sur la manufacture qui sera amorti ensuite, où le coût de revient sera inférieur. Et ensuite, ben, évidemment, il faut garder la prospection, le business et tout ce qui est euh, administratif et des normes de façon assez considérable. Parce qu'on est dans le déchet et c'est pas rien. Donc après, l'autre question, c'était et si la levée avec WeSeed ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on a prévu? Donc, très bonne question. Euh, on a même le scénario de s'il y a un ouragan, qu'est-ce qu'on fait? Parce que en Martinique, hein, la saison des ouragans, c'est en septembre, et donc on doit faire la machine qui doit être résistante aux ouragans avant septembre 2027. Donc, Seine Environnement, ils veulent une machine pour l'instant, mais ensuite ils en veulent 3. Pourquoi? Parce qu'on a signé une exclusivité
pour se déployer dans les DOM-TOM et les Caraïbes en règle générale. Et ne serait-ce qu'il y a 2 semaines, Geoffrey, tu étais en discussion. Là, il est à La Réunion, Geoffrey, sur l'île de La Réunion. Et la semaine dernière, il était en discussion avec la Guadeloupe, qui a des problèmes énormes, et Martinique aussi, avec des algues. Ils ont un souci énorme avec les algues et ils n'ont pas de solution clean de traitement de ces déchets. Donc, Seine Environnement nous aide là-dessus. Donc, oui, on préfère aller vers le bootstrap que vers les fonds d'investissement, par exemple. Mais les business angels et le grand public Est-ce que tu peux préciser le bootstrap, s'il te plaît, Rafik, pour Ah oui, ceux qui ne savent ben, pas? donc concrètement, comme c'est des commandes fermes de la part de Seine Environnement, nos banquiers peuvent nous avancer. D'ailleurs, j'ai eu Fanny Geoffrey ce matin. Ils peuvent nous avancer 75% du montant de la machine. Donc, quand vous financez un projet, vous devez soit mettre de la dette, soit mettre de l'investissement. L'investissement, vous devez donner des parts du capital. C'est moins intéressant que la dette. La dette, elle a un taux d'intérêt, mais le taux d'intérêt est moindre que des parts de l'entreprise. Et donc, on essaye toujours de maximiser la dette et de minimiser la part d'investissement. Et dans ce cas-là, si jamais l'investissement n'est pas là, il faut pouvoir s'en sortir avec la dette uniquement. Et donc, ce serait ça la solution. Si on n'a pas de fonds, c'est entièrement les banquiers qui prennent sur les épaules. Voilà la réponse. Donc oui, c'est un bootstrap finalement, autofinancement, en tout cas sans avoir recours à du financement en levée de fonds en capital. C'est Et, ça. et voilà. Très bien. Ben, du coup, je ne sais pas si tu avais répondu du coup, Rafik, à la question de dans le cas défavorable où la levée de fonds ici ne donne pas le montant attendu, Eh in ben, fine, eh ben, via le financement du coup des bancaires et des contrats que vous avez déjà signés. oui, c'est ça. Et puis, il y a des business angels qui vont aussi mettre de l'argent. Et par exemple, ben, je peux vous partager en direct ce matin, Supernova, voilà. J'ai reçu là ce soir, il y a 2 heures, un mail de Supernova qui veut investir. Bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il faut jamais, quand vous avez fini une levée de fonds, il faut en commencer une autre, malheureusement. Moi, j'aimerais bien ne faire que fabriquer des machines, mais malheureusement, il faut en permanence financer. Donc, on a ici, ben, il y a 2 heures, hein, un fonds VC. Donc, même si WeSeed, ce serait dommage, hein, je préfère aller avec WeSeed qu'avec des VC, hein, je vous le dis concrètement. Mais il faut toujours faire feu de tout bois et voilà. Euh, Bien et sûr. donc, peut-être qu'il y a Supernova dans le live, hein, je dis ça, je ne devrais pas montrer son mail, j'arrête. Très Alors, bien. Merci Rafik. Ensuite, j'avais une question aussi également que je reprends de ce qu'ont posé les investisseurs. C'était par rapport, oui, alors, tu as mentionné tout à l'heure le contrat avec Sen. Est-ce que vous oui, avez d'autres contrats, d'autres commandes en cours qui ont été signées? oui, alors on a, comme je vous disais tout à l'heure, alors le document le plus proche de la signature, c'est euh, euh, État 9, qui, eux, veulent nous donner 1000 tonnes d'éoliennes par an. Donc, eux, c'est fixé le prix et le contrat. Euh, qui d'autre? Sika. Et il y a Sika avec qui, d'ailleurs, il faut qu'on les relance, Geoffrey. Il y a Sika qui aussi est client immédiat. Les autres, c'est plus long terme. Hermès, par exemple, ils sont très intéressés, mais c'est une entreprise spéciale, on va dire, entre guillemets. Oui, et peut-être pas avec les mêmes volumes Oui, que celles que tu as c'est ça. citées auparavant. C'est ça. Euh, Très bien. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Est-ce que vous auriez un dernier mot peut-être à partager? Enfin, je crois qu'il y a des questions qui sont en train d'être écrites.
Oui. Mais en attendant, est-ce que vous avez peut-être un mot à partager aux WeSeeders ou aux potentiels investisseurs qui pourraient vous rejoindre dans cette levée de fonds? Eh ben, moi, déjà, je suis fasciné par l'intérêt du grand public. Hein. On est fasciné avec Geoffrey. On a plus eu de beaux moqueurs là ces derniers temps que par nos familles et nos amis. Les Wissiders sont plus engagés dans le projet que nos proches et ça nous touche beaucoup. Ça nous donne beaucoup de courage parce que on demande toujours au peuple de faire l'effort. C'est jamais vraiment l'État et les grands groupes et donc je trouve ça courageux et touchant pour ma part, ça me touche beaucoup que des inconnus nous poussent. Et puis je pense qu'ils comprennent la mission. Hein, le but, c'est de dépolluer la planète tout simplement. Et il faut que ce soit économiquement viable et on a trouvé la solution. Donc merci. Moi, je dirais un grand merci déjà. Geoffrey, je sais pas si tu veux dire quelque chose. Non, je suis complètement en phase avec ce que tu dis là. Il y a une nouvelle question qui vient d'arriver, Oui, vas-y. question technique concernant les déchets médicaux dangereux. Ah oui, Alors, est-ce qu'on est tu veux capable répondre? de les vitrifier, de les recycler? Alors, oui, en effet, on est capable du pire, du coup, de traiter le pire des déchets industriels, polluants. Donc, ceux-là aussi, seule chose, c'est qu'ils s'apparentent un peu aux déchets nucléaires. Ils sont très difficiles d'accès et ils sont très difficiles en termes de réglementation à gérer, malheureusement. Mais on Ouais. adorerait pouvoir en recevoir et pouvoir les traiter. Par exemple, pour prouver ce qu'essaye de vous dire Geoffrey, c'est le jour où on a dû prouver qu'on pouvait traiter les déchets médicaux, on a dû les créer nous-mêmes. Parce que c'est impossible de les avoir. Donc, aller chez le boucher récupérer du sang, aller des seringues, les acheter neuves et les mettre, on a dû créer le déchet et prouver qu'en sortie, il n'était pas contaminé. Parce que récupérer une poubelle d'hôpital, c'est aussi impossible que récupérer un déchet nucléaire. Donc c'est des années d'autorisation mais effectivement, on l'a fait pour la science. On est allé jusqu'au bout, on a créé nous-mêmes le déchet, et voilà quoi. Si vous Euh, rencontrez d'autres industriels dans le domaine des déchets et de la gestion, ils vous diront la même chose. Les ouais, premiers tests, ils ont dû les faire eux-mêmes. ouais, ouais, Sachant que c'est peut-être plus dur de mettre la main sur des déchets nucléaires que sur du sang chez le boucher ouais, pour faire les voilà, tests. c'est ça. Bah, Euh, surtout que c'est un mélange à déchets en plus dangereux en médecine, ont une part aussi potentiellement aussi de déchets nucléaires. Donc Ouais, ça en se Il y a rejoint à un besoin plus, moment oui, d'une donné. en plus, ouais, il y a les deux. C'est pire en fait, c'est pire que le nucléaire, le médical. Ouais. il y a besoin d'une précision pour Dominique Morel sur Oui, la levée de fonds lucide. alors. oui, tout à fait. Donc la question de Dominique, c'est concrètement, si la levée WICID est la moitié de ce que vous attendez en termes de financement, quel est l'impact sur le BP, l'impact sur le contrat que vous avez signé avec Sen, etc. L'impact, c'est que on devra embaucher beaucoup moins de monde que prévu dans le BP, mais ça, de toute façon, c'était prévu. On s'est mis à l'aise avec une grande équipe, donc c'est pas indispensable d'être aussi nombreux. Et surtout, on peut réajuster dans notre BP, comme je vous disais, avec la dette. À l'époque, la dette, ça représentait pas grand-chose parce que nos contrats n'étaient pas encore signés et que les banquiers n'étaient pas prêts à prêter une grande somme. Là, depuis qu'on a les contrats signés, la relation avec les banquiers, elle a changé. Ils sont plus à l'aise, ils ont les garanties BPI. Et donc, si jamais il y a moins d'argent que prévu de l'equity, compense avec la dette. Et surtout, on peut réduire l'équipe, c'est pas un problème. Parfait, merci Rafik. Je pense que ça a répondu à la question. Je vais juste faire un dernier point du coup pour faire un état un petit peu de la collecte. Donc voilà, je vous rappelle que le projet est encore en ligne. On l'a pas mentionné, mais éligible du coup à la défiscalisation IRPME à hauteur de 50% puisque Heliosand est une GEIR. Et il est encore en collecte pendant Je 7 suis jours. Donc, désolé,
C'est la fin de la réunion. J'ai mon petit qui a échappé à la babysitter. Pas de Je suis problème. désolé. Donc, la collecte, elle est encore disponible pendant 7 jours. Il reste un peu, il reste ouais, 80 000 euros du coup pour atteindre le montant minimum, mais c'est encore tout à fait jouable sur ces fins de collecte en fin d'année. Et donc, c'est accessible via la plateforme WeSeed sur le projet Heliosand. Et je vous invite tous à aller y jeter un œil. Je pense que voilà, c'est un projet en tout cas vertueux pour l'environnement et voilà, avec une équipe qui travaille depuis un bon moment. Donc voilà, je pense que ça en vaut le détour. Merci en tout cas Geoffrey, Rafik et Diane pour votre participation et merci à tous les WeSeeders qui ont été présents ce soir. Et voilà, si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas à poser vos questions également sur la fiche projet. Je sais que Rafik et Geoffrey ils répondent toujours rapidement. Donc voilà, Oui, oui. je vais vous laisser le dernier mot, Rafik, Geoffrey, et puis on va pouvoir clôturer ce live. Ben, moi, je dirais merci à tout le monde et moi, je vais participer à la collecte aussi. Donc, si il manque une partie de la somme, je suis prêt à m'engager à la fournir, c'est pas un problème. Et surtout, merci d'être là et merci de nous donner de votre temps et de votre attention. Merci. Moi aussi, j'aimerais remercier un peu tout le monde d'être venu. Si vous avez des questions, je pourrais y répondre sans problème, qui vous viennent à l'esprit à un moment donné plus tard, quand vous sortirez de chez vous, quand vous serez sous la douche ou ailleurs. Des fois, les questions, elles viennent plus tard et je pourrai sans problème y répondre. On nous demande quand même quel est le montant du financement de la machine seule. Vas-y, Rafik, tu veux y répondre? Oui, donc le coût de revient, le coût de revient de la machine au total, donc juste les matériaux, on était autour de, je me souviens plus, Geoffrey, je crois que c'était 70 000 euros, le métal et tous les équipements. C'est ça. Et ensuite, c'est des coûts d'ingénierie et de sous-traitants. Donc ça va monter jusqu'à, je crois, 120 000 en totalité. 120 000 juste, ouais, le matériel et le coût des sous-traitants. Ça va très certainement dépasser cette somme, comme toujours. Mais voilà, on est dans un ordre d'idée de moins de 200 000 euros, quoi. Il y a peut-être une nouvelle Oui, question. tout à fait. Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais la question c'était est-ce que vous aviez du coup les garanties BPI, Oui, les alors contre-garanties BPI on pour a, lever de la dette? alors très bonne question. Donc ça, c'est quelqu'un qui est entrepreneur ou dans l'innovation qui pose cette question. Donc merci pour la question. Ah, c'est Dominique toujours. Donc oui, on a le label Deep Tech et donc on fait partie des clubs comme le Coq Vert, etc. Et donc on a une étiquette avec garantie BPI à 70% de n'importe quelle dette qu'on contracte dans le privé. Euh, donc on a les garanties BPI, on a aussi l'aide Deep Tech qui est une L'aide au subvention. développement Deep Tech. L'aide au développement Deep Tech, qui est en partie une subvention et une partie des avances remboursables avec un taux à 0%, qui fait miroir à la levée. Et quoi d'autre? Le prêt bancaire, oui. Et ils garantissent les prêts bancaires, les prêts privés, en effet. Dominique connaît très bien les dossiers d'innovation. Parfait. Merci Rafik, merci à tous. Merci à tous. Et voilà, très, très bonne soirée et merci aussi à ceux qui ont regardé le live en replay. Merci beaucoup. Merci, Merci pour votre merci soutien. Thibaut. Au revoir. Il reste encore quelques jours. Oui, Oui, c'est ça. Encore n'hésitez 7 pas à jours du poser coup des pour questions. participer. Oui, et puis n'hésitez pas à poser des questions, même par email, il n'y a pas de problème. Merci à Parfait. tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.